Je m'appelle Sophie, et la musique a toujours fait partie intégrante de ma vie, bien que d'une manière plutôt discrète. Depuis mon adolescence, ma guitare a été ma fidèle compagne, me permettant d'exprimer mes émotions les plus profondes à travers des mélodies douces et des accords envoûtants. Cependant, je n'ai jamais considéré la musique comme une vocation professionnelle, préférant la garder comme un précieux hobby, un refuge personnel loin des tumultes du quotidien. Ma relation avec la musique était simple et pure, jusqu'à ce que je rencontre ma belle-mère, Élise. Dès notre première rencontre, j'ai senti son regard scrutateur, évaluant chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles. Élise était une musicienne accomplie, formée dans l'une des écoles de musique les plus prestigieuses de Paris. Son parcours était jalonné de succès, de concerts mémorables et d'éloges de la critique. Elle portait sa réputation comme une armure, fière et intransigeante. Je me souviens encore de ce dîner de famille où, pour la première fois, le sujet de la musique a été abordé. Mon fiancé, Pierre, avait mentionné innocemment mon amour pour la guitare. « Sophie joue de la guitare, maman. Tu devrais l'entendre un jour », avait-il dit avec enthousiasme. Le regard d'Élise s'était immédiatement durci, ses lèvres se pinçant en une fine ligne désapprobatrice. « Vraiment ? Et où as-tu étudié, Sophie ?» avait-elle demandé, sa voix dégoulinante de condescendance. « Oh, je n'ai pas vraiment étudié. J'ai appris toute seule, c'est juste un passe-temps », avais-je répondu, sentant soudain le poids de son jugement. « Je vois », avait-elle répliqué, son ton laissant clairement entendre qu'elle ne voyait rien du tout, ou du moins rien qui vaille la peine d'être reconnu. À partir de ce moment, chaque fois que la musique était mentionnée en ma présence, Élise ne manquait pas de souligner la différence entre ce qu'elle appelait la vraie musique et ce qu'elle considérait comme de simples gribouillages sonores. Ses commentaires, bien que jamais directement adressés à moi, étaient toujours formulés de manière à ce que je puisse les entendre clairement. La musique est un art qui demande de la discipline, de la rigueur, des années d'études, disait-elle souvent lors des réunions de famille. On ne devient pas musicien du jour au lendemain en grattant quelques cordes dans son salon. Ces remarques me blessaient profondément, mais je gardais le silence, ne voulant pas créer de tension dans ma nouvelle famille. Pierre, bien qu'aimant, semblait ne pas remarquer la dynamique toxique qui s'installait entre sa mère et moi. Ou peut-être choisissait-il simplement de l'ignorer, pris entre son amour pour moi et son respect pour sa mère. Les mois passèrent, et la situation ne fit qu'empirer. Chaque visite chez les parents de Pierre était une épreuve pour moi. Élise trouvait toujours un moyen de glisser une pique sur mon manque de formation musicale, sur l'amateurisme de ma pratique. Elle parlait de ses concerts, de ses élèves talentueux, toujours avec ce regard en coin vers moi, comme pour me rappeler ma place dans la hiérarchie musicale qu'elle avait établie. Un soir, alors que nous étions seuls dans la cuisine, Élise m'avait dit « Tu sais, Sophie, la musique est comme une langue. Si on ne l'apprend pas correctement, on ne fait que bafouiller des sons incohérents. C'est triste de voir des gens penser qu'ils peuvent s'exprimer sans maîtriser les bases. » Ces mots m'avaient profondément marqué. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement cruels, mais parce qu'ils résumaient parfaitement l'opinion qu'Élise avait de moi et de ma passion pour la musique. Pour elle, je n'étais qu'une dilettante, incapable de comprendre la véritable essence de l'art qu'elle vénérait. Malgré tout, je continuais à jouer, trouvant refuge dans ma musique quand le poids du jugement d'Élise devenait trop lourd à porter. Ma guitare était devenue non seulement un instrument d'expression, mais aussi un bouclier contre les attaques subtiles de ma belle-mère. Je ne savais pas alors que cette situation allait bientôt prendre une tournure inattendue, une tournure qui allait mettre à l'épreuve non seulement mes compétences musicales, mais aussi ma détermination et mon amour-propre. Le jour où tout a basculé était un dimanche ensoleillé. Nous étions tous réunis chez Élise et son mari pour un brunch familial, une tradition mensuelle que je redoutais à chaque fois. L'atmosphère était comme d'habitude, chargée de tensions sous-jacentes, masquée par des sourires polis et des conversations superficielles. C'est alors qu'Élise a pris la parole, son verre de mimosa à la main, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'ai une merveilleuse nouvelle à annoncer », a-t-elle déclaré, captant l'attention de tous. « Notre chère Amélie va se marier cet automne. » Amélie, la sœur cadette de Pierre, a rougi de plaisir tandis que des exclamations de joie fusaient autour de la table. J'ai souri sincèrement, heureuse pour ma future belle-sœur que j'appréciais beaucoup. Et, a poursuivi Élise,
son regard se posant sur moi avec une lueur que je ne pouvais déchiffrer, j'ai pensé que ce serait une excellente occasion pour Sophie de nous montrer ses talents musicaux. Un silence soudain est tombé sur la tablée. Tous les yeux se sont tournés vers moi, certains curieux, d'autres sceptiques. J'ai senti mon cœur s'accélérer, ne sachant comment interpréter cette proposition inattendue. « Que veux-tu dire, maman ?» a demandé Pierre, visiblement aussi surpris que moi. Élise a pris une gorgée de son mimosa avant de répondre, savourant clairement ce moment. « Eh bien, Sophie joue de la guitare, n'est-ce pas ? J'ai pensé qu'elle pourrait jouer pendant la cérémonie. Ce serait charmant. » Le mot « charmant » était prononcé d'une manière qui suggérait tout le contraire. Je pouvais sentir le piège se refermer autour de moi, mais je ne voyais pas comment m'en échapper sans paraître grossière ou lâche. Je ne sais pas si je suis à la hauteur pour une telle occasion, ai-je balbutié, cherchant une échappatoire. Non-sens, s'est exclamée Élise, balayant mes objections d'un geste de la main. C'est l'occasion parfaite pour montrer ce dont tu es capable. N'est-ce pas, Amélie ? Amélie, prise au dépourvu, a hésité un instant avant de répondre. Eh bien, si Sophie est d'accord, ce serait effectivement très spécial d'avoir de la musique en famille pendant la cérémonie. Je me suis sentie acculée. Refuser aurait été perçu comme un manque de bonne volonté, voire une insulte envers Amélie. Accepter, c'était me jeter dans la gueule du loup, sachant pertinemment qu'Élise attendait mon échec avec impatience. Dans ce cas, ai-je dit, rassemblant tout mon courage, je serais honorée de jouer pour ton mariage, Amélie. Les mots étaient à peine sortis de ma bouche que je les regrettais déjà. Le sourire triomphant d'Élise ne présageait rien de bon. Parfait, s'est-elle exclamée, frappant dans ses mains comme une enfant excitée. Je suis sûre que tu nous réserveras une prestation mémorable. Le reste du brunch s'est déroulé dans un brouillard. J'entendais vaguement les discussions autour de moi, des suggestions de morceaux, des commentaires sur l'ambiance musicale idéale pour un mariage. Élise prenait un malin plaisir à souligner la difficulté de certaines pièces, jetant régulièrement des regards dans ma direction. Oh, Canon in D de Pachelbel serait parfait, disait-elle, mais c'est une pièce assez complexe. Je ne sais pas si, enfin, nous verrons bien. Chaque commentaire était comme un coup de poignard, me rappelant constamment le défi insurmontable qui m'attendait. Je me voyais déjà, tremblante sur une chaise, massacrant une mélodie devant une assemblée de musiciens professionnels et d'invités médusés. Sur le chemin du retour, Pierre a tenté de me rassurer. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis sûre que tu seras formidable. » Mais je pouvais sentir son propre doute derrière ses paroles encourageantes. Lui aussi devait se demander comment j'allais me sortir de cette situation. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, j'ai réfléchi longuement à la proposition d'Élise. Plus j'y pensais, plus je comprenais ses véritables intentions. Ce n'était pas une opportunité qu'elle m'offrait, mais un piège soigneusement élaboré. Élise savait pertinemment que je n'avais jamais joué en public. Elle connaissait mon manque de formation formelle et mon insécurité face à des musiciens professionnels. En me mettant ainsi sous les projecteurs, lors d'un événement aussi important que le mariage de sa fille, elle s'assurait que mon échec serait aussi public et humiliant que possible. Je pouvais presque l'imaginer, assise au premier rang, un sourire satisfait aux lèvres alors que je trébucherais sur les accords, que mes doigts glisseraient maladroitement sur les cordes. Ce serait la confirmation ultime de tout ce qu'elle avait toujours pensé de moi, une amatrice présomptueuse qui n'avait pas sa place dans son monde musical raffiné. Pourtant, malgré la peur qui me nouait l'estomac, une petite voix au fond de moi refusait de se laisser abattre. Cette voix me rappelait les heures passées à jouer, la joie pure que m'apportait la musique, loin des jugements et des attentes. Cette voix me disait que peut-être, juste peut-être, je pouvais transformer ce défi en une opportunité de prouver ma valeur, non seulement à Élise, mais aussi à moi-même. Avec cette pensée, j'ai finalement sombré dans un sommeil agité, rêvant de mélodies entremêlées et de regards désapprobateurs. Le défi était lancé, et qu'importe les intentions d'Élise, j'étais déterminée à ne pas me laisser abattre sans combattre. Les jours qui suivirent cette annonce furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Plus j'y réfléchissais, plus le plan d'Élise devenait transparent. Chaque détail, chaque remarque apparemment anodine prenait maintenant un sens nouveau et sinistre. Je me souviens d'une conversation en particulier, quelques jours après le brunch.
Élise m'avait appelé, prétextant vouloir discuter des détails de ma performance au mariage. Sa voix doucereuse au téléphone ne faisait que confirmer mes soupçons. Sophie, ma chère, avait-elle commencé, j'espère que tu te prépares bien pour le grand jour. Tu sais, le mariage d'Amélie sera un événement très important. Il y aura beaucoup de nos amis du monde de la musique. Mon cœur s'était serré à ces mots. Bien sûr, elle s'assurerait que tous ses collègues musiciens soient présents pour assister à mon humiliation. Je pensais, avait-elle poursuivi, que tu pourrais peut-être jouer pendant que les invités s'installent. Ce serait moins stressant pour toi que de jouer pendant la cérémonie elle-même. J'avais immédiatement compris son stratagème. En me faisant jouer pendant l'arrivée des invités, elle s'assurait que ma performance serait reléguée au rang de simple fond sonore, facilement ignorée ou, pire encore, critiquée par des invités distraits et bavards. Et ne t'inquiète pas, avait-elle ajouté avec une fausse bienveillance, si tu ne te sens pas à la hauteur, nous pourrons toujours mettre un enregistrement. Personne ne t'en voudra. Cette dernière remarque avait été la goutte d'eau. La colère avait commencé à bouillonner en moi, remplaçant la peur et l'insécurité. C'est très gentil à vous, Élise, avais-je répondu, m'efforçant de garder une voix calme, mais je pense que je serai capable de jouer pendant la cérémonie comme prévu initialement. Il y avait eu un silence au bout de la ligne, et je pouvais presque voir le froncement de sourcils d'Élise. Eh bien, si tu insistes, avait-elle finalement dit, une pointe d'irritation perçant dans sa voix. J'espère simplement que tu te rends compte de l'importance de l'événement. Après avoir raccroché, j'avais ressenti un mélange de détermination et de rage. Le plan d'Élise était clair comme de l'eau de roche, elle voulait me voir échouer, me voir trembler et bafouiller devant une assemblée de professionnels. Elle espérait que cette humiliation publique me remettrait définitivement à ma place, me faisant comprendre une fois pour toutes que je n'avais aucune légitimité dans son monde musical élitiste. Les jours suivants, j'observais avec une nouvelle perspective chaque interaction avec ma belle famille. Les commentaires apparemment anodins d'Élise prenaient maintenant un sens beaucoup plus sombre. Lors d'un dîner de famille, elle avait innocemment mentionné combien il était stressant de jouer devant un public averti. Tu sais, Sophie, avait-elle dit en sirotant son vin, même après toutes ces années, je ressens toujours une certaine nervosité avant un concert. Surtout quand je sais que des critiques ou des collègues respectés sont dans la salle. C'est une pression énorme. Ses yeux s'étaient posés sur moi, guettant ma réaction. J'avais simplement hoché la tête, refusant de montrer à quel point ces paroles m'affectaient. Pierre, mon fiancé, semblait complètement aveugle à ce qui se passait. Quand j'essayais de lui en parler, il balayait mes inquiétudes d'un revers de main. « Tu te fais des idées, chérie, disait-il. Maman veut simplement t'intégrer à la famille. C'est sa façon de te montrer qu'elle t'accepte. » Mais je savais que ce n'était pas le cas. Chaque sourire forcé, chaque compliment à double sens était une pièce supplémentaire du puzzle. Élise jouait un jeu subtil et dangereux, utilisant le mariage de sa propre fille comme arène pour son petit jeu de pouvoir. Je me demandais si Amélie était au courant des véritables intentions de sa mère. Lors d'un après-midi shopping pour sa robe de mariée, j'avais tenté de sonder le terrain. « Ta mère semble très enthousiaste à l'idée que je joue à ton mariage », avais-je dit nonchalamment. Amélie avait hésité un instant avant de répondre. « Oui, elle en parle beaucoup. Mais tu sais comment elle est avec la musique. Elle a des standards très élevés. » J'avais senti une certaine gêne dans sa voix, comme si elle aussi percevait le piège qui se refermait sur moi, mais ne savait pas comment l'exprimer. Plus le temps passait, plus je réalisais que ce défi musical n'était qu'une facette d'un problème plus large. Élise ne cherchait pas seulement à me discréditer en tant que musicienne, mais à affirmer sa dominance sur toute la famille. En me humiliant, elle renforcerait son statut de matriarche intouchable, celle dont l'opinion en matière d'art et de culture ne pouvait être remise en question. C'était un jeu de pouvoir sophistiqué, où chaque mouvement était calculé pour me pousser à l'erreur. Élise savait pertinemment que si je refusais de jouer maintenant, je passerais pour une lâche aux yeux de toute la famille. Si je jouais et échouais, comme elle l'espérait, ma crédibilité serait détruite à jamais. Confrontée à cette réalisation, je sentis une détermination nouvelle naître en moi. Je ne pouvais pas laisser Élise gagner, pas seulement pour moi, mais pour l'équilibre de toute la famille. Il était temps de retourner la situation à mon avantage, de transformer ce piège en une opportunité de prouver ma valeur. Avec cette nouvelle résolution,
je commençais à élaborer mon propre plan. Élise voulait un spectacle? Elle en aurait un, mais pas celui qu'elle attendait. Dès lors, ma vie prit un tournant inattendu. Chaque moment libre devint une opportunité de pratiquer, de perfectionner mon art en secret. Je transformais notre petit appartement en un sanctuaire musical, un refuge où je pouvais me perdre dans les mélodies et les harmonies sans craindre le jugement d'Élise. Mes journées suivaient désormais un rythme bien précis. Je me levais à l'aube, bien avant que Pierre ne s'éveille, pour commencer mes exercices. Les premiers rayons du soleil me trouvaient assise sur notre balcon, ma fidèle guitare entre les mains, répétant inlassablement des gammes et des arpèges. J'avais choisi avec soin la pièce que j'allais interpréter au mariage, une adaptation guitare de « Clair de lune » de Debussy. C'était un choix audacieux, je le savais. Une pièce classique complexe, normalement jouée au piano, transposée pour guitare. Je pouvais presque entendre les commentaires dédaigneux d'Élise dans ma tête, quelle présomption de s'attaquer à un tel chef-d'œuvre sans formation classique. Mais c'était précisément pour cette raison que je l'avais choisi. Je voulais montrer que la musique transcendait les barrières de la formation formelle, qu'elle était une expression de l'âme plutôt qu'un simple exercice technique. Les semaines passèrent, et ma détermination ne faisait que croître. Je m'imposais une discipline de fer, jonglant entre mon travail, mes responsabilités quotidiennes et mes heures de pratique. Mes doigts devinrent calleux, mes muscles endoloris, mais chaque jour je sentais que je progressais. Pour éviter d'éveiller les soupçons, je prétextais des heures supplémentaires au travail ou des sorties avec des amis pour m'exercer en secret. Je trouvais des endroits insolites pour pratiquer, des parcs isolés, des salles de répétition louées sous un faux nom, même la cave de notre immeuble tard le soir. Un jour, alors que je répétais dans un parc éloigné, une vieille dame s'arrêta pour m'écouter. Après quelques minutes, elle s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « C'était magnifique, ma chère, me dit-elle. Vous jouez avec tellement d'âme. Ça me rappelle mon défunt mari, il était pianiste. » Ces mots m'émurent profondément et renforcèrent ma conviction. La musique n'était pas une question de diplôme ou de reconnaissance institutionnelle, mais de capacité à toucher les cœurs. Cependant, cette préparation intense n'était pas sans conséquence. Pierre commençait à remarquer mes absences fréquentes, mon air fatigué. Un soir, alors que je rentrais tard d'une session de pratique, il m'attendait dans le salon, l'air inquiet. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Tu es distante ces derniers temps. Il y a quelque chose dont tu veux me parler ?» Je fus tentée, l'espace d'un instant, de tout lui révéler. De lui parler du plan de sa mère, de mes craintes, de ma détermination. Mais je me retins. Je ne voulais pas le mettre dans une position difficile entre sa mère et moi. « Ce n'est rien, mon amour, répondis-je en forçant un sourire. Je suis juste un peu stressée par le mariage d'Amélie. Tu sais, avec la musique et tout ça. » Il sembla accepter cette explication, mais je vis dans ses yeux qu'il n'était pas totalement convaincu. Cette conversation me fit réaliser à quel point mon obsession pour cette performance commençait à affecter ma vie personnelle. Malgré tout, je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque fois que le doute m'assaillait, je repensais au regard condescendant d'Élise, à ses remarques acerbes, et cela suffisait à raviver ma détermination. J'explorais de nouvelles techniques, visionnais d'innombrables tutoriels en ligne, écoutais en boucle différentes interprétations de « Clair de lune ». Je voulais non seulement maîtriser la technique, mais aussi insuffler ma propre âme dans cette pièce. Un mois avant le mariage, je décidai de tester mes progrès. Je réservai une petite salle de concert locale sous prétexte d'une fête d'anniversaire. En réalité, je voulais m'habituer à jouer sur une vraie scène, avec une acoustique différente de celle de mon appartement ou du parc. Le jour J, je me retrouvai seule dans cette salle, face à des rangées de sièges vides. Le silence était assourdissant. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je pris ma guitare. Je fermai les yeux, inspirai profondément, et commençai à jouer. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis de plus en plus assurées. Je me laissai emporter par la musique, oubliant où j'étais, oubliant pourquoi je faisais cela. Il n'y avait plus que moi, ma guitare, et cette mélodie sublime qui emplissait l'espace. Quand j'eus fini, j'ouvris les yeux, le cœur battant. Le silence qui suivit était différent, chargé d'une émotion que je ne pouvais décrire. C'est alors que j'entendis un applaudissement solitaire.
Surprise, je levai les yeux pour voir le gérant de la salle, debout au fond, les yeux humides. Mademoiselle, dit-il en s'approchant, c'était extraordinaire. J'ai entendu de nombreux musiciens jouer ici, mais rarement avec autant de passion. Ces mots me touchèrent profondément et me donnèrent la confiance dont j'avais besoin. Pour la première fois depuis l'annonce d'Élise, je sentis que j'étais prête. Peu importait ce qu'elle ou quiconque penserait, j'avais trouvé ma voix, ma façon d'interpréter cette pièce. En rentrant chez moi ce soir-là, épuisée mais euphorique, je réalisais que cette préparation m'avait transformée. Ce n'était plus seulement une question de prouver quelque chose à Élise. J'avais redécouvert mon amour pour la musique, une passion qui allait bien au-delà de toute querelle familiale. Le grand jour approchait, et malgré l'appréhension qui persistait, je me sentais prête à affronter ce qui m'attendait. Quoi qu'il arrive, je savais que je jouerais avec tout mon cœur, et c'était tout ce qui comptait. Le jour du mariage arriva enfin, baigné dans la lumière dorée d'un soleil automnal. Je me réveillai à l'aube, le cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Pierre dormait encore paisiblement à côté de moi, inconscient du tumulte qui m'agitait. Je me levai silencieusement et me dirigeai vers la salle de bain. En me regardant dans le miroir, je fus frappée par mon propre reflet. Mes yeux brillaient d'une détermination que je ne leur connaissais pas. Ces derniers mois m'avaient changé, forgé, et j'étais prête à affronter ce qui m'attendait. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. Je choisis avec soin ma tenue, une robe bleu nuit élégante mais sobre, qui me permettrait de jouer confortablement. Mes cheveux furent coiffés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant mon visage. Je voulais avoir l'air professionnel, mais pas trop guindé. Pierre remarqua mon air tendu alors que nous nous préparions. « Tout va bien se passer, chérie », me rassura-t-il en m'embrassant sur la joue. « Tu vas les épater. » Si seulement il savait, pensai-je. Mais je me contentai de sourire et de hocher la tête. Nous arrivâmes à l'église 1 heure avant la cérémonie. L'agitation était à son comble, fleuristes, photographes, invités pressés s'affairaient dans tous les sens. Au milieu de ce chaos organisé, j'aperçus Élise, resplendissante dans une robe couleur champagne, dirigeant tout ce petit monde d'une main de maître. Nos regards se croisèrent et elle s'approcha de moi, un sourire mielleux aux lèvres. « Sophie, ma chère, tu es ravissante, dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues. J'espère que tu es prête pour ta prestation. » Je sentis le venin derrière ces mots, mais je ne me laissai pas démonter. « Tout à fait, Élise. Je suis impatiente de jouer. » Une lueur de surprise passa dans ses yeux, vite remplacée par un air suffisant. « Eh bien, nous verrons cela, » murmura-t-elle avant de s'éloigner pour accueillir d'autres invités. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Je m'isolai dans une petite pièce attenante à l'église pour m'accorder et me concentrer. Mes doigts parcouraient les cordes de ma guitare, répétant silencieusement les passages les plus délicats de « Clair de lune ». Soudain, la porte s'ouvrit et Amélie entra, resplendissante dans sa robe de mariée. « Sophie, dit-elle doucement, je voulais te voir avant la cérémonie. » Je me levai, surprise. « Amélie, tu es magnifique. » Elle me sourit, mais je vis une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Merci. Écoute, je voulais m'assurer que tu te sentais prête. Je sais que maman peut être difficile parfois. » Son hésitation me confirma qu'elle n'était pas totalement dupe du jeu de sa mère. Je posai ma main sur son bras, touchée par sa préoccupation. « Ne t'inquiète pas pour moi, Amélie. C'est ton grand jour. Profite-en pleinement. » Elle hocha la tête, semblant rassurée, et quitta la pièce après m'avoir serré brièvement dans ses bras. Enfin, le moment arriva. Je pris une profonde inspiration et sortis de ma retraite. L'église était pleine à craquer, un murmure d'excitation parcourait l'assemblée. Je repérai Élise au premier rang, son regard fixé sur moi, un mélange d'anticipation et de dédain sur son visage. Je m'installai sur la chaise préparée pour moi, près de l'autel. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je saisis ma guitare. Je fermai les yeux un instant, me recentrant, me rappelant pourquoi j'étais là. Lorsque je les rouvris, je croisai le regard de Pierre dans l'assemblée. Il me fit un petit signe d'encouragement, et cela suffit à calmer mes dernières appréhensions. Les premières notes de « Clair de lune » s'élevèrent dans l'église, claires et cristallines.
Le silence se fit immédiatement, toute l'attention se portant sur moi. Je sentis le poids de centaines de regards, mais étrangement, cela ne me perturba pas. Au contraire, je me laissai porter par la musique, mes doigts dansant sur les cordes avec une assurance que je ne me connaissais pas. La mélodie envoûtante de Debussy emplissait l'espace, transformant l'atmosphère de l'église. Je jouais avec mon cœur, laissant transparaître toutes les émotions accumulées ces derniers mois, la frustration, la détermination, mais aussi l'amour de la musique qui m'avait porté jusque-là. Chaque note était une déclaration, une affirmation de ma passion et de mon talent. À mesure que je jouais, je sentis un changement dans l'ambiance. Les regards fixés sur moi n'étaient plus empreints de curiosité ou de scepticisme, mais d'émerveillement. Même Élise, que j'apercevais du coin de l'œil, semblait stupéfaite. Lorsque les dernières notes s'estompèrent, il y eut un moment de silence absolu. Puis, comme une vague, les applaudissements déferlèrent. Je levai les yeux pour voir l'assemblée debout, m'offrant une ovation que je n'aurais jamais osé imaginer. Des larmes de joie et de soulagement me montèrent aux yeux. J'avais réussi. Non seulement j'avais relevé le défi, mais j'avais dépassé toutes les attentes, y compris les miennes. Au milieu des applaudissements, je croisai le regard d'Élise. Pour la première fois, je n'y vis ni condescendance, ni mépris. Il y avait de la surprise, de l'incrédulité, et peut-être, juste peut-être, une lueur de respect. Ce moment marqua un tournant, non seulement dans ma relation avec Élise, mais aussi dans ma perception de moi-même en tant que musicienne. J'avais prouvé, à elle et à moi-même, que la passion et la détermination pouvaient transcender les barrières de la formation formelle. Alors que je me levais pour rejoindre ma place, submergée par l'émotion et les félicitations, je réalisais que cette performance était bien plus qu'une simple revanche. C'était l'affirmation de ma propre identité musicale, le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Les jours qui suivirent le mariage furent comme un rêve éveillé. La réaction à ma performance avait dépassé mes espérances les plus folles, et je me retrouvais au centre d'une attention que je n'avais jamais connue auparavant. Le lendemain de la cérémonie, alors que Pierre et moi prenions notre petit déjeuner, mon téléphone ne cessait de vibrer. Messages de félicitations, demandes d'amis sur les réseaux sociaux, et même quelques propositions de petits concerts dans des cafés locaux. J'étais abasourdi par cet intérêt soudain. Tu vois, me dit Pierre en souriant par-dessus sa tasse de café, je t'avais dit que tu les impressionnerais. Mais même moi, je ne m'attendais pas à ça. Je lui souris en retour, sentant une vague de gratitude pour son soutien constant. Cependant, une partie de moi attendait avec appréhension la réaction d'Élise. Comment allait-elle gérer cette situation inattendue ? Je n'eus pas à attendre longtemps. En milieu d'après-midi, alors que nous étions en train de ranger les cadeaux de mariage chez Amélie et son nouveau mari, Élise fit son entrée. Son visage était un masque d'émotions contradictoires, surprise, confusion, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Sophie, dit-elle en s'approchant de moi, je dois admettre que ta performance hier était remarquable. » Le silence tomba dans la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur nous deux, attendant la suite avec une curiosité non dissimulée. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de maîtrise, poursuivit-elle, semblant chercher ses mots. Tu as vraiment capturé l'essence de Debussy d'une manière que je n'aurais pas cru possible pour quelqu'un sans formation classique. Je sentis mon cœur s'accélérer. C'était probablement le plus proche d'un compliment qu'Élise m'ait jamais fait. Merci, Élise, répondis-je doucement. Cela signifie beaucoup pour moi, venant de vous. Elle hocha la tête, puis, à la surprise générale, elle ajouta, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours musical. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café un de ces jours ? Cette invitation inattendue marqua le début d'un changement radical dans notre relation. Au cours des semaines suivantes, Élise et moi nous rencontrâmes plusieurs fois. Nos conversations, d'abord maladroites et hésitantes, devinrent progressivement plus ouvertes et sincères. Lors d'une de ces rencontres, dans un petit café près de chez elle, Élise me fit une confession qui me laissa sans voix. « Tu sais, Sophie, dit-elle en remuant son café, quand j'ai suggéré que tu joues au mariage, je ne pensais pas que tu accepterais. Et quand tu l'as fait, j'étais certaine que tu te ridiculiserais. » Je sentis une pointe de douleur à cette admission, mais je l'encourageai à continuer d'un signe de tête. « Je réalise maintenant à quel point j'ai été injuste et présomptueuse, poursuivit-elle.
Ta performance m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de la musique en premier lieu. Ce n'est pas une question de diplôme ou de formation, mais de passion et d'émotion. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Je suis désolée, Sophie. J'ai laissé mon arrogance et mes préjugés obscurcir mon jugement. Peux-tu me pardonner ?» Cette conversation marqua un tournant dans notre relation. Peu à peu, nous commençâmes à construire un lien basé sur notre amour commun pour la musique, au-delà des différences de formation et d'expérience. Élise commença même à me donner quelques conseils techniques, partageant son expertise avec une générosité que je n'aurais jamais cru possible auparavant. De mon côté, je lui montrais comment l'improvisation et l'approche intuitive pouvaient apporter une nouvelle dimension à l'interprétation des pièces classiques. Cette évolution de notre relation eut un impact profond sur toute la famille. Les dîners familiaux, autrefois tendus et inconfortables, devinrent des moments de partage et de joie. Pierre était ravi de voir sa mère et sa fiancée s'entendre enfin, et Amélie me confia un jour qu'elle n'avait jamais vu sa mère aussi détendue et ouverte. Mais le changement le plus significatif se produisit en moi. La confiance que j'avais gagnée grâce à cette expérience transforma ma relation avec la musique. Je commençais à explorer de nouveaux styles, à composer mes propres morceaux, et même à me produire régulièrement dans des petits concerts locaux. Un soir, alors que je terminais une performance dans un café-concert, je fus surprise de voir Élise dans le public. Elle s'approcha de moi après le spectacle, les yeux brillants d'émotion. « Sophie, dit-elle en me prenant les mains, tu as un don extraordinaire. J'ai été aveugle de ne pas le voir plus tôt. Ta musique touche les gens d'une manière que bien des musiciens formés ne peuvent qu'espérer atteindre. » Ces paroles me touchèrent profondément, et je sentis des larmes de joie me monter aux yeux. « Merci, Élise, répondis-je. Votre soutien signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Ce moment marqua non seulement la transformation complète de notre relation, mais aussi le début d'une nouvelle ère dans ma vie musicale. J'avais trouvé ma voix, mon style, et avec le soutien inattendu de ma belle-mère, j'étais prête à explorer de nouveaux horizons musicaux. La musique, qui avait été source de tensions et de conflits, était devenue un pont entre nous, prouvant que l'art a le pouvoir de transcender les différences et de rapprocher les gens de la manière la plus inattendue. Les mois qui suivirent furent une période de réflexion intense et de croissance personnelle. La transformation de ma relation avec Élise et l'évolution de ma carrière musicale m'amenèrent à repenser beaucoup d'aspects de ma vie et de ma perception du monde. Un soir d'hiver, alors que je rentrais d'une séance de répétition avec un petit ensemble que j'avais récemment rejoint, je trouvai Pierre assis dans notre salon, une tasse de thé à la main et un air pensif sur le visage. « Sophie, dit-il doucement lorsque je m'assis à côté de lui, je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu as accompli ces derniers mois. Mais je dois t'avouer quelque chose. Mon cœur se serra. Malgré tous les changements positifs, une partie de moi craignait toujours que quelque chose ne vienne tout gâcher. Je me sens un peu coupable, poursuivit-il. Je n'ai pas vraiment compris à quel point la situation avec ma mère était difficile pour toi. J'aurais dû être plus attentif, plus soutenant. Je pris sa main dans la mienne, touché par son honnêteté. Pierre, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu as toujours été là pour moi, même si tu ne comprenais pas tout ce qui se passait. Nous passâmes la soirée à discuter ouvertement de tout ce qui s'était passé, de mes craintes initiales à ma détermination de prouver ma valeur, en passant par la surprise de voir Élise changer d'attitude. Cette conversation nous rapprocha encore plus, renforçant notre relation d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner chez Élise, je fus surprise de la trouver en train de fouiller dans de vieilles boîtes dans son grenier. « Ah, Sophie, dit-elle en me voyant. J'espérais que tu viendrais. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit un vieil album photo et l'ouvrit sur une image jaunie par le temps. Je vis une jeune femme, que je reconnus comme étant Élise, assise devant un piano dans ce qui semblait être un petit appartement miteux. « C'était moi à ton âge, expliqua-t-elle, une note de nostalgie dans la voix. Je venais de commencer mes études de musique. Je n'avais pas un sou, mais j'étais déterminée à réussir. » Je l'écoutais, fascinée, alors qu'elle me racontait ses débuts difficiles, les nuits blanches à pratiquer, les doutes et les moments de découragement. Pour la première fois, je voyais Élise non pas comme la musicienne accomplie et sûre d'elle que j'avais toujours connue, mais comme une jeune femme vulnérable et passionnée, pas si différente de moi.
Tu sais, dit-elle en refermant l'album, quand je t'ai vu jouer au mariage d'Amélie, ça m'a rappelé cette époque. La passion pure, sans les contraintes et les attentes que j'ai accumulées au fil des ans. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai choisi cette vie en premier lieu. Ces paroles me touchèrent profondément. Je compris alors que le changement qui s'était opéré n'était pas seulement en moi ou dans notre relation, mais aussi en Élise elle-même. Dans les semaines qui suivirent, nous commençâmes à collaborer musicalement. Élise m'invita à participer à certains de ses cours de masterclass, où je partageais mon approche intuitive de la musique. De mon côté, j'absorbais comme une éponge les connaissances techniques qu'elle partageait avec moi. Cette collaboration inattendue attira l'attention de la communauté musicale locale. Un jour, nous fûmes approchés par le directeur du conservatoire de la ville pour donner un concert ensemble, mêlant musique classique et approche contemporaine. La préparation de ce concert fut une expérience extraordinaire. Élise et moi passions des heures à arranger des pièces classiques pour guitare et piano, créant des fusions uniques qui reflétaient nos styles et nos parcours différents. Nos répétitions étaient un mélange de travail acharné et de moments de pure joie musicale. Le soir du concert arriva, et la salle était comble. Alors que nous nous apprêtions à monter sur scène, Élise me prit les mains. « Sophie, dit-elle, les yeux brillants d'émotion, je voulais te remercier. Grâce à toi, j'ai redécouvert la joie pure de faire de la musique, sans les attentes et les pressions que je m'étais imposées toutes ces années. Tu m'as rappelé que la vraie musique vient du cœur. » Émue, je la serrai dans mes bras. « Et vous m'avez montré que la technique et la passion peuvent coexister, Élise. Nous avons beaucoup appris l'une de l'autre. Notre performance ce soir-là fut magique. La fusion de nos styles, de la rigueur classique d'Élise et de mon approche plus libre, créa une musique qui semblait toucher chaque personne dans la salle. Lorsque nous terminâmes notre dernière pièce, une standing ovation explosa dans la salle. En saluant le public, main dans la main avec Élise, je réalisais à quel point mon parcours avait été extraordinaire. D'une relation tendue et conflictuelle, nous étions passés à une collaboration artistique enrichissante et à une amitié profonde. Cette expérience m'avait appris que la musique avait le pouvoir de transcender les différences, de guérir les blessures et de créer des liens inattendus. Elle m'avait aussi montré que le vrai succès ne se mesurait pas en termes de reconnaissance ou de technique parfaite, mais dans la capacité à toucher les cœurs et à inspirer les autres. Alors que nous quittions la scène ce soir-là, je savais que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la musique continuerait à jouer un rôle central, non seulement dans ma vie, mais aussi dans ma relation avec ma famille et le monde qui m'entourait.